Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, les amis. Bienvenue sur cette télé-reviews de WWE SmackDown du 27 décembre 2024. Le dernier SmackDown avant nouvelle décision. Le dernier SmackDown de 2 heures de la WWE. Oh oui, oh oui. Et le dernier de l'année 2024 également. Oh oui, oh oui. Et pour marquer ce SmackDown, dernier de 2024, il était diffusé en direct depuis l'Amalie Arena de Tampa, en Floride, une salle dans laquelle j'ai eu la chance, alors que je ne dis pas de bêtises, de participer à participer dans les vestiaires, 2 enregistrements des shows phares de la WWE. Le dernier en date, je m'en souviens, c'était fin 2015. J'y étais allé, pourquoi ? Pour en plus filmer des promos avec l'Ascension. Parce que l'Ascension avait pitié de m'avoir comme manager, pour m'avoir comme manager sur la route. Et on était allé filmer justement, et on avait profité qu'ils étaient en Floride pour aller filmer des vidéos qu'ils auraient montrées au scripteur principal de Raw et à Vince McMahon. Et ça n'a jamais rien donné. Mais bon, mes amis, j'en parlerai plus en détail dans la TLR Stories où je vous expliquerai comment à la WWE on développait un personnage, voir comment on pitchait des storylines aux scripteurs. Alors j'essaie de bien mettre le bandana. Oh non, bah non, il était bien mis. Bon bref. Ouais, comment donc soit on développait un personnage, soit comment on pitchait des storylines aux scripteurs de la WWE. Et ça tombe bien de parler de TLR Stories parce que mes amis, grande nouvelle. Le montage de la TLR Stories numéro 5 est terminé. Oh oui, oh oui. Franchement, alors, ça fait genre le gars qui fait sa promotion et qui fait ça pour faire mousser. Non, mais là, sincèrement, c'est vrai. J'allais dire, c'est une des meilleures TLR Stories. Non, en fait, chaque TLR Stories est différente. Ça qui est bon. Et comme elles sont toutes différentes et que chacune, je m'implique à 500% dedans, en fait, chacune a une saveur différente. Et je suis sûr que quand j'avais terminé la TLR Stories sur comment mon match à TakeOver avait été créé, avait été amené pour la numéro 1, je devais penser, wow, c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais faite. Quand j'avais fait la deuxième où j'analysais le match en vidéo à TakeOver, pareil, je devais penser pareil. La troisième sur Vince McMahon, pareil. La quatrième sur comment mes tryhards ont été mis en place, pareil. Là, la cinquième, ça sera comment se passe une signature WWE. Les amis, la quantité de détails que je vous donne, avec copie, des emails, je vous sors même mon contrat WWE, je vais même aller, petite histoire, j'ai même dû flouter, on va dire, l'image, parce qu'en fait, j'avais pas, c'est pas que c'était pas voulu, mais à un moment où je sors la feuille de papier, je sors le contrat devant l'écran, et en fait, on peut lire littéralement tout, alors comme je sais, car on sait jamais, il faut toujours se méfier quand même, sur Internet, des fois, il y a des gens mal intentionnés, à tous les niveaux, peu importe, hein, pas juste contre moi, contre l'univers en général, des petits fouilles merdes. Je fais, écoute, on va pas laisser la première page d'un contrat de WWE aussi clairement lisible en qualité 1080 sur une vidéo YouTube. Je vais flouter. Alors donc j'ai mis un effet pour qu'on ne voit pas tout bien écrit, mais ouais, en fait, je mettais la première feuille à l'écran et on voit littéralement WWE Booking Contract, un truc comme ça, avec mon nom, premise du contrat et tout. Et je fais, wow, frérot, calme-toi. C'est bien beau de vouloir jouer la transparence et de vouloir jouer. Ça y est, je commence à avoir chaud et pourtant, c'est pas une review NXT. C'est bien beau de vouloir jouer la transparence et de donner le maximum de détails possible, mais quand même, calmons-nous. D'ailleurs, pareil, juste après, je sors mon visa de travail américain avec marqué WWE, enfin World Wrestling Entertainment dessus. Et pareil, je vais pas laisser ça parce que dessus, il y a tout. Enfin, c'est plus le même depuis j'ai changé de passeport, mais il y avait le numéro de passeport, il y avait le numéro de visa. Je suis yo, calmons-nous. Donc j'ai mis un effet pour pas qu'on voit tout ça, mais dans tous les cas, les amis, il y a énormément de détails. Vous allez kiffer parce qu'il y a les dates. Je mets sous la plupart du temps des copies d'écran des emails, alors bien sûr en cachant les adresses email et tout, les noms, etc. Mais vous allez voir, il y a les dates, il y a l'heure de l'email, il y a tout ce que, un truc de ouf. Moi, je vous le dis, si j'étais fan de catch et même si j'étais catcheur qui veut catcher à la WWE, c'est une vidéo qu'il faut voir à tout prix. Parce que je vous explique toutes les étapes avec encore une fois les détails, les dates de ce qui s'est passé entre novembre 2011 et juillet 2012. Oh oui. Ça sera dans la TLR Stories numéro 5 qui sera postée, alors mes amis, je pense la semaine prochaine. Ouais, je vais pas la poster demain. Est-ce que je la poste le 1er janvier ? Ouais, pour marquer le coup ? Peut-être.
Ouais, peut-être, allez, je la posterai le 1er janvier, peut-être. Parce que bon, le 1er janvier, normalement, il doit y avoir une review d'NXT. Je vous garantis pas que je vais la faire la semaine prochaine, la review d'NXT. Mais on verra. On verra les énergies. De toute façon, on se reverra d'ici là pour la review de Monday Night Raw, qui sera le 31 décembre. D'ailleurs, par rapport au 31 décembre, je pense, très sincèrement, donc pour marquer la fin de l'année 2024, et quasiment presque 6 mois de chaîne YouTube, de retour sur YouTube, faire un live YouTube le 31 décembre. Alors je ne sais pas encore l'heure, dites-moi dans les commentaires quelle heure vous arrangerez, et on essaiera de s'arranger ça, et de se fixer ça. Mais ouais, soit le 31 décembre, soit le 1er janvier, je sais pas, on verra. Mais je pense faire un live qu'à la base je devais faire pour les 5000 abonnés sur la chaîne, tout ce que je n'ai jamais fait. Donc voilà, donc mes amis, c'était l'actualité de la chaîne avant de commencer cette review de SmackDown. Donc voilà, TLR Stories numéro 5 faite, un live qui sera soit le 31 décembre, soit le 1er janvier. Guettez l'onglet communauté, je l'annoncerai dès qu'on sera fixé, mais dites-moi dans les commentaires ce qui vous arrangerait, pour vous tous, l'heure et quel jour. Comme ça au moins je me baserai également sur vous mes amis. Oh oui, et je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose? Oula, ouais, non, j'ai ce travail, j'ai ce truc à faire là, ouais, de commencer à bosser sur le nouveau concept de vidéo. Bah, c'est bon, je vais me débrouiller. Ah oui, mais oui, comment j'ai pu oublier ça? Yo, mes amis. Allez, j'ai l'ordi sous les yeux, je vais vous montrer, parce que là, c'est un truc de ouf, Bref, hier, je replongeais dans les archives, mes anciens disques durs, parce que je cherchais mes anciens raps, d'accord, dont je vous ai parlé. Je pense que je vais aussi faire des reviews de ces raps. On va se taper des barres, ça a aucun... Ouais, certains, ouais, il y en a un qui a 2 ou 3 qui ont des rapports avec le catch. Les autres, c'est juste des raps où je parle de faire l'amour à des mamans et de tabasser les frères et sœurs, grosso modo. C'est juste pour rigoler. J'essaie de faire des raps où je plaçais le plus d'injures possible. Et bref, tout ça pour dire, yo mes amis, j'ai retrouvé des matchs de ouf, des matchs de 2007, des matchs donc avant la WS. Un truc de ouf. Là, je vais vous en montrer un. Bon, la qualité est vraiment bof, mais c'était un match de juillet 2007, les amis. Ça faisait moins d'1 an que je catchais. C'était la première fois que je catchais contre Fabio Ferrari. C'était sur la place de l'hôtel de ville de Villeneuve-les-Béziers. Écoutez-moi cette hit. C'est moi rasé, là. Avec mon ancienne tenue à la Tiger Mask. Juillet 2007. Il y a plus de 17 ans. Énorme. Pardon mes amis. Et donc, ce match-là, bien évidemment, sera dans une TLRAM que je vais peut-être même filmer la semaine prochaine. Oh oui. J'en ai un autre un autre qui est antérieur à ça. Ouh là là, les amis. Non, attends, c'était 2007 lui ou c'était 2008 Non, ouais, c'était 2007, oui, 2007. Regardez. Énorme. Tiger Mask, Eagle Mask, les amis. Eagle Mask. Regardez-moi ça. Juin 2007, les gars. Juin 2007, c'était avec France Catch, si je dis pas de bêtises. C'était en Normandie. Wouh. Bref, j'ai retrouvé ça sur mes disques durs et je me dis, mais c'est énorme, ça, c'est énorme. J'avais complètement oublié que je les avais. Pour tout vous dire, c'était dans un dossier, mes fichiers reçus de MSN Messenger. Truc de ouf. Donc, gros contenu qui arrive. Un truc de ouf, mes amis. Un truc de ouf aussi, que ça fait presque donc 6 mois que j'ai repris la chaîne. Et c'est toujours aussi kiffant. Aussi kiffant de faire les TLR Stories, même si ça prend beaucoup de boulot. Autant kiffant de faire les TLRAM, même si ça prend beaucoup de boulot. Et toujours aussi kiffant de faire les TLR Reviews, même si ça prend légèrement moins de boulot, mais tout autant de boulot de regarder les shows qui, en plus, maintenant, Raw et SmackDown vont passer à 3 heures. Alors là, je vous le dis tout de suite, mes potos, ça fait 10 minutes d'intro, j'ai même pas encore commencé à parler de SmackDown. Je vous le dis tout de suite, les potos, j'ai aucune idée du planning que ça va être de sortie des reviews quand ça va passer à 3 heures, Raw ou SmackDown. Parce que je pense pas que je vais pouvoir les sortir dans la foulée de la matinée. Ça sera peut-être le soir, le mardi soir. À voir mes amis, qui vivra verra. Fixons-nous, basons-nous sur les énergies de la planète. Et je vous le dis même, alors là je vous le dis même, aucun rapport mais peu importe. Yo. J'ai retrouvé une musique vidéo. Alors là, s'il vous plaît les amis, faites-moi rêver. Dans les commentaires, s'il y en a qui se souviennent de cette musique vidéo, c'est-à-dire ce clip vidéo musical qui mettait en valeur Tiger Mask sur la musique Cold as Ice de Journey, je crois. C'est Journey qui faisait Cold as Ice. Yo, là vous me ferez rêver. Parce que cette musique, en fait, cette vidéo était sur YouTube. Elle y est plus maintenant. Introuvable, ni sur YouTube, ni sur Dailymotion.
je l'avais enregistrée sur mon ordi à l'époque. Et celle-là, on va en faire une TLRAM, je vous le dis tout de suite. Elle sera peut-être pas monétisée parce qu'il y a la musique Cold as Ice, donc elle sera copyrightée. Mais celle-là, cette vidéo, c'était mon modèle quand je suis allé chez Lens m'entraîner. Je voulais pouvoir faire dans le ring tout ce que fait Tiger Mask dans cette vidéo. Alors d'ailleurs, ça commence par une musique japonaise, là, d'accord? Je crois, d'une façon ou d'une autre, le thème de Tiger Mask. Ça, je peux la laisser parce que je l'ai mis sur Shazam, j'ai pas réussi à trouver le titre. J'adorerais trouver le titre de cette musique. Muero, muero. Regardez-moi un peu, Tiger Mask, c'était un boss. Regardez un peu le sous-carpé. Hop là, un monstre, un monstre. Et donc, après ça, suit Cold as Ice. Et c'était un truc de ouf. Là, ça part. Énorme, 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 énorme. Je parle pour pas que ça soit démonétisé ce passage sur la vidéo. Et donc, bref, comme je disais, les amis, cette musique, je l'écoutais tous les matins en allant m'entraîner chez Lens. En voiture ou dans le bus, j'avais Cold as Ice dans les oreilles en 2006 et je visualisais tout ce qu'il y avait sur cette vidéo. Et je me disais, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que j'arrive à faire ça. J'avais réussi, on va dire, environ à faire 90 à 95% de tout ce que fait Tiger Mask dans cette vidéo, lors de mon entraînement chez Lens. Et j'ai presque envie de dire, je suis sûr, en revoyant cette vidéo, j'ai fait exprès de pas la regarder, de la stopper au début. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vue hier, je fais celle-là, je veux la redécouvrir dans une TLRAM. Et bien, ça sera sûrement la semaine prochaine, mes amis, que je vais la filmer, et après on verra quand elle sera postée, parce qu'il y a toujours le sondage. Donc là, le sondage, tiens, allons voir qu'est-ce qui mène dans le sondage. Parce que là, c'était très serré à l'autre fois. Je regardais le sondage là pour la prochaine TLRAM, c'était très serré. Alors voyons ce qui mène, on va voir ça en direct. Alors, dernière TLRM de 2024. Voyons les résultats. Ouh, 58 à 42%. Environ 200 votes. Donc ça sera sûrement, je pense, un combat 1 contre 1 de 2010. Très bon combat, mes amis. Très bon combat. Un de mes meilleurs matchs à la WS. Et là, vous allez voir ce combat, vous allez halluciner. Comme moi, des fois, j'hallucine en revoyant tout ce que je faisais à l'époque. Oh oui. Tiens, j'ai pris le soleil pendant 1 heure tout à l'heure. Il faisait un truc de fou, le temps qu'il faisait à Nice, magnifique. Hein. Je sortais mes petits-neveux pour qu'ils aillent jouer au foot en plein soleil, au sommet d'une montagne, j'étais torse nu, bel esprit. Seul tonton Tom, tonton à moitié taré, se met torse nu fin décembre en pleine campagne. Oh oui. Bref, mes amis, vous savez, autre chose qui me fait halluciner, on en est à 12 minutes de vidéo, et il est 14h14, oh oui, arrêtez de baver sur mon fond d'écran. Et bref, tout ça pour dire, j'ai toujours pas commencé la review de SmackDown. C'est pas grave, c'est parti mes amis. Donc comme j'ai dit, SmackDown du 27 décembre 2024, depuis Tampa à Amalie Arena en Floride. En direct, oh oui. On rejoue les attaques de Kevin Owens sur Cody Rhodes pour commencer le show. Et Nick Aldis, alors donc apparaît à l'écran, et il prévient Kevin Owens qu'il doit rendre la ceinture, sinon grosso modo il se fera virer de la WWE. Donc, les amis, je l'ai déjà dit, Nick Aldis, mais je le redis, Nick Aldis est excellent dans son rôle et dans son jeu, dans sa performance de manager général. Oh oui, le mec, c'est limite, il était lancé dans le bain sans entraînement, et ben franchement, il gère grave. Et non seulement il gère grave en tant que ça, il gère grave dans le ring. J'avais catché contre lui à Béziers, à l'ABC, il y a 2 ans maintenant. Énorme match qu'on avait eu, enfin énorme, c'est pas un match qui ferait mettre 5 étoiles à cette sous-MERDE de Dave Meltzer, mais en tout cas niveau storytelling c'était super, la foule avait kiffé, très bon heel, Nick Aldis, très bon heel, et franchement très bon face dans le gréco-romain Tom Larufa, oh oui, et ça avait bien moussé. Donc ouais, Nick Aldis, je le redis, je pense pas qu'il y en ait vraiment qui puissent le critiquer dans son rôle de manager général, oh oui. On commence direct le show avec un 6-woman tag match entre Bayley Naomi et Bianca Belair contre Tiffany Stratton, très jolie, surtout avec sa tenue, Nia Jax et Candice LeRae. Alors Nia Jax prend le micro avant le match et elle balance la sauce. Et on sent qu'elle commence à non seulement à teaser la feud avec Tiffany Stratton en la traitant de débile grosso modo, et alors ça m'a fait délirer parce qu'elle met une pincée de vrai quand même quand elle dit que Bianca Belair ne supportait plus de faire équipe avec Jade Cargill. Oh oui. Et en toute franchise, Jade Cargill, franchement, personnellement, et je pense que dites-le moi dans les commentaires si elle vous manque, mais moi elle me manque vraiment pas. Elle me manque vraiment pas, parce qu'au final on se rend compte qu'avec son absence, qu'est-ce qu'elle a ajouté au produit? Que dalle. Elle avait juste une entrée, c'est tout. En fait, c'est ça qui est franchement, j'y réfléchis là en direct, je l'ai même pas prise dans les notes. Jade Cargill, elle avait qu'une entrée.
Et encore une entrée, ok, elle avait un physique, mais c'est même pas comme si en plus elle était tellement bonne, tellement mignonne, qu'on pouvait ne pas s'en passer. Parce qu'au final, yo les amis, toutes les catcheuses à la WWE sont magnifiques. Donc Jade Cargill, c'était juste une autre meuf, magnifique dans un sens, encore même si c'était pour moi, c'était loin d'être la plus sexy, la plus attirante. Et puis voilà, c'est tout. Et elle avait une entrée. C'est tout. Une entrée qu'elle a été obligée de faire en solo parce que si, elle faisait, si en plus on lui enlevait son entrée solo, il n'y avait plus rien sur Jade Cargill. Donc bref, elle manque pas du tout. Oh oui, oui. Bon, et donc, là j'avoue, comme beaucoup me le disent dans les commentaires, en effet, ça commence à être légèrement téléphoné que c'est peut-être Naomi qui a attaqué Jade Cargill. Le seul truc avec ça, avec cette storyline, c'est que, au final, franchement, quand ça va éclater, quand le big reveal va arriver, que c'est Naomi, éventuellement, je dis pas que c'est le cas, mais ça semble vraiment se diriger vers là, que c'est Naomi qui a attaqué Jade Cargill, est-ce que la foule va s'en soucier en fait? Parce que c'est pas comme si Jade Cargill était la plus grande babyface de l'histoire. Donc si un beau jour on se rend compte que, bah oui, que Naomi a attaqué Jade Cargill, mais qu'au final la foule s'en fout, ouais, je pense que ça va faire un gros P. Alors comment on dit ça? Comment il dit ça en anglais? Un fart? Non, brain fart, non, c'est pas ça. Bref, enfin, tout le monde va s'en battre les steaks en fait. Tout le monde va s'en battre les steaks de découvrir qui a attaqué Jade Cargill. À moins que, quand bien même, alors il nous fourrait l'histoire que c'est Belair qui l'a attaqué toute seule pour être tranquille, mais au final non, parce qu'elle s'est pas débarrassée du titre par équipe. Enfin, elle est toujours dans une équipe. Enfin voilà, cette storyline, je pense que les gens vont s'en battre les steaks, mes amis. Autant, c'est un résumé de cette storyline, c'est un tout petit raw sans personnalité, sans odeur, sans rien du tout. Et bref, et donc là on a eu un bon petit match à 6 mes amis, un bon petit match à 6 pour lancer le show. Par contre j'accroche de moins en moins à la gimmick de blondasse et cervelée de Tiffany Stratton. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait j'ai analysé le truc. Alors pareil, dites-le moi dans les commentaires si vous allez aussi loin dans votre analyse, je pense sincèrement pas. Mais moi pourquoi aussi je fais ça, c'est parce que j'essaye de développer mes talents éventuellement de booker de catch, pour aider les promotions dans lesquelles je catch. Oh oui, oh oui. Et les storylines auxquelles je participe. Et donc, en fait j'accroche de moins en moins à la gimmick de blondasse et cervelée de Tiffany Stratton. Pourquoi? Parce que déjà, primo, elle est mal jouée cette gimmick. Le timing dans les spots où elle est censée hésiter avant d'encaisser, ou alors hésiter avant d'aider, trucs, non, c'est trop. C'est surjoué, ça manque d'authenticité, le timing est trop long, c'est blah. Puis en plus, et là où c'est très 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 important, comprenez mes amis, pourquoi elle passe pas cette gimmick? Moi je pense pas que. Enfin, même si je connaissais rien au catch et au personnage, j'aurais du mal à considérer Tiffany Stratton comme vraiment une blondasse débile. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est trop douée dans le ring. Elle est trop douée dans le ring pour que ça passe. Elle est trop athlétique. Elle fait trop de jolis trucs et elle est tellement bonne, alors bonne physiquement, mais bonne techniquement, que ça passe pas qu'elle ait rien dans la tête. Souvenez-vous de Santino Marella. Quand Santino Marella commençait à catcher, même tout au long de sa carrière, le mec, il tenait pas la route. Enfin, il faisait quasiment rien dans le match. Dans les matchs, il se prenait un coup, il était au sol. Et ça, c'était, entre guillemets, qu'on se comprend, un débile. Là, la meuf, elle est trop bonne. Enfin, je veux dire, quand je dis trop bonne, je parle dans le ring. Encore une fois, on se comprend. Mais c'est ça, elle fait trop de prises techniques magnifiques, des saltos arrière, des plongeons, des trucs qui demandent une telle dextérité qu'on n'y croit pas qu'elle a rien dans la tête. Et bref, bon, victoire des Babyface dans ce match, qui a eu un bon d'ailleurs 20 minutes d'action, bel esprit, respect à ces jolies dames. Et donc le truc c'est ça, toujours par rapport à Tiffany. Tiffany allait quasiment encaisser Money in the Bank. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est en train d'atteindre un point de non-retour dans la storyline entre elle et Nia Jax, parce que le truc c'est ça, c'est que là on a littéralement vu Tiffany Stratton qui était sur le point d'encaisser sa mallette et qui a dit littéralement I want to be champion too. Donc là, je pense pas que Nia Jax va aller lui faire des câlins maintenant et lui dire ah mais non t'inquiète pas, je te protège. Là c'est oh meuf, t'as failli me prendre mon titre, what the fuck, tu vois. Et donc parti de là, là c'est le point de non-retour. Je pense que petit à petit, soit au Rumble, ouais, soit sûr et certain à WrestleMania, cette storyline va enfin se terminer parce qu'elle traîne depuis très longtemps. Petit commentaire aussi. Et c'est pas parce que c'est la femme de Johnny Gargano, non, mais il faut regarder les choses en face. Candice LeRae peut vraiment être heureuse d'être dans ce spot. Elle devrait remercier tous les jours, enfin elle devrait faire ce qu'elle veut, mais parce que en fait, ils auraient pu mettre n'importe quelle autre île de la mid, voire du low card à sa place, ça aurait fait le même truc. C'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir. Elle a eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment. C'est tendance à la fait être à la télé quasiment toutes les semaines et être à côté de la championne du monde. Oh oui, oui. Après ça, mes amis, nous avons un singles match entre Braun Strowman et Austin Theory. Alors, super le nouveau t-shirt de Braun Strowman. One big SOB pour Son of a Bitch. Oh oui, oui. Un autre match, d'ailleurs,
en parlant de Strowman, où le petit gabarit va faire mousser Strowman. Ça, on a eu ça ces deux dernières semaines, je crois. Oui, 2, parce que je crois qu'il a catché 2 fois contre Carmelo Hayes. Et Austin Theory, d'ailleurs, qui est l'adversaire de Braun Strowman dans ce match, c'est l'exemple parfait. En fait, ce SmackDown m'a permis de mettre les points sur plein de points d'analyse, vu que c'est ce qui fait la différence dans les TLR Reviews. Oh oui, oh oui. Comme on en parle avec Eddie Karawi, d'ailleurs. Eddie Karawi, les 18 minutes qui ont été très bien accueillis hier, il y a beaucoup de commentaires positifs. Je lui disais, le truc c'est que moi sur ma chaîne YouTube, je veux donner une perspective aux fans qu'ils ne peuvent avoir nulle part ailleurs, parce que non seulement 20 ans d'expérience, avec les plus hauts, les plus grands et au plus haut niveau, et mon niveau d'analyse, vous le trouverez nulle part ailleurs sur YouTube. Et c'est pour ça que je veux essayer de constamment pousser mes analyses pour que vous y trouviez votre compte. Et qu'au final, regardez les TLR Reviews, et ça apporte quelque chose que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Et donc, partie de là. Austin Theory est l'exemple parfait que certains catcheurs, s'ils n'ont pas la machine derrière eux, ils font plus rien. Ils font plus rien. Ou alors, ils seraient rien du tout. Et ça, c'était un truc que j'ai vécu dans ma peau à NXT. Et ça nous faisait vraiment bader avec Marcus. On en parlera d'ailleurs dans la future TLR Stories, celle que je ferai avant les TLR Stories sur Impact. Et d'ailleurs, c'est très 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 important. Pourquoi ? Parce que je ne dirai pas le sujet de la TLR Stories numéro 6, ça non, mais je suis obligé de la faire avant de parler d'Impact. Si vous êtes un peu intelligent, si vous en avez dans la tête, si vous n'êtes pas comme Tiffany Stratton dans son personnage, vous saurez quel est le sujet de cette TLR Stories, mais je n'en parlerai pas avant qu'elle sorte. Et d'ailleurs, je vais me débrouiller pour la filmer, si ce n'est ce week-end, la semaine prochaine sûr et certain. Comme ça, au moins, elle est déjà faite. Oh oui, oui. Et après, on commence les TLR Stories, TNA Impact. Et ça, vous allez kiffer, parce qu'en fait, ça va être que des analyses de match quasiment. Hein. Oh oui, oh oui. Et donc, bref, tout ça pour dire. Le truc, par en revenir à Théorie, le mec, c'est l'exemple parfait que sans la machine, il est rien. Regardez, Vince le poussait, il le poussait jusqu'à la lune. Maintenant, sans le push que Vince lui donnait, il est devenu totalement oubliable. Il est aux oubliettes, personne ne se souvient qu'il existe. Et ça, en fait, c'est ça qui me gavait d'ailleurs à NXT, mais il y avait plein de gens, c'est que la machine, si vous l'avez derrière vous, ils vont tout faire pour que vous moussiez, et même si vous êtes moyen, ça va passer avec la foule, si vous avez un minimum de talent. Alors il y en a, ils n'ont pas de talent du tout, donc forcément la foule leur caque dessus, comme Jade Cargill par exemple. Mais voilà, c'est ça. À la WWE, ça, il faut l'accepter. Si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, que certains n'ont peut-être pas autant d'éthique de travail ou de talent que vous, mais la machine va être derrière eux et donc ils vont mousser beaucoup plus que vous, si vous n'êtes pas prêt à accepter ça ou à vivre ça correctement, vous n'êtes pas fait pour bosser à la WWE, croyez-en l'expert. J'y suis resté quand même 4 ans, donc j'ai eu le temps d'avaler plein de pilules jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Et donc, aussi dans ce match, on a vu que la foule kiffe vraiment Braun Strowman avec des chants Let's Go Strowman, bel esprit. Strowman à un moment déchire son t-shirt, et alors là mes amis, je l'ai déjà dit, il faut faire de Braun Strowman un héros américain. Mettez-lui le drapeau américain sur la poitrine, mettez-lui un bandana red, white and blue avec les étoiles et tout, yo. Un peu en mode Hulk Hogan, même s'il peut pas, et je pense pas qu'il est assez solide physiquement pour être le visage de la compagnie comme Hulk Hogan l'était à l'époque. Mais faites-en un Hulk Hogan ou un Hacksaw Jim Duggan des temps modernes. Mettez-lui ce PUTIN de drapeau américain sur le corps et vous aurez un méga babyface. Parce que la foule veut l'aimer. Le mec, il a un bon look, il est tellement impressionnant physiquement, on a envie de l'acclamer. Si en plus vous lui mettez la vibe États-Unis, Americana, Big One, American SOB, boum, vous avez un babyface de ouf. Oh oui, oh oui. Et là, donc je dis ça parce que quand je l'ai vu déchirer son t-shirt, je vous dis, moi je vois en Braun Strowman, alors je redis, pas pour être le visage de la compagnie, mais un personnage qui pourrait être le nouveau Hulk Hogan. Je parle pas, je le redis, un champion du monde, visage de la compagnie, non, mais le mec qui rallie les foules derrière lui, derrière le drapeau américain, et qui déchire son t-shirt genre, wow, America, boum, ça passe de ouf. Ça passerait de ouf, croyez-moi mes amis de la WWE, amis Booker, futurs collègues, croyez-moi. Oh oui, oui. Ensuite, Strowman gagne son match, bel esprit. J'espère que sincèrement donc ils vont lui donner une bonne storyline. Parce que le mec peut être, comme je disais, il peut être un super mid-carder. Main eventer, j'y crois pas trop. Je pense pas que son corps va supporter la charge de travail et les matchs de 20-25 minutes. Mais en mid-card, upper mid-card ou moitié de mid-card, franchement, ça pourrait vraiment le faire. Parce que certes, il est limité techniquement, mais vu sa taille, mes amis, il a pas besoin d'être technique. Oh non, oh non. Après, on a eu le Women's US Championship Celebration par Chelsea Green. Chelsea Green est excellente au micro. Mes amis, elle est excellente au micro et surtout, elle est très 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 attirante physiquement. À tel point que... Waouh, joli.
le fait de s'être penché en avant, mon pote Crasbiz, alors Crasbiz, amigo, tu vas aimer ce euro, je t'ai demandé sur Facebook, je sais pas si tu as vu mon commentaire, est-ce que tu peux poster ta vidéo s'il te plaît sur YouTube? Parce qu'en fait Facebook, quand je la regarde, je peux pas bouger le curseur, c'est relou, et je suis obligé de regarder la vidéo d'un coup, et là en ce moment, là j'ai pas encore eu le temps. Si tu peux la mettre sur YouTube, ça serait parfait, d'autant plus ça me permettrait de mettre le lien dans une vidéo. Oh oui, voire même de faire un double écran, ouais, un partage d'écran. Ah ouais, ça serait bon, de faire limite un écran vert, une TLRM avec ta vidéo Crasbiz. Et donc, ce euro était pourtant en dédicace en espérant que tu puisses mettre ta vidéo sur YouTube. Tout ça pour dire, mes amis, Chelsea Green, excellente au micro, hein, ça on va pas se voir la face. Et elle a un look d'actrice. La meuf ressemble à une actrice. Et elle ressemble à une actrice de cinéma. Bel esprit, en plus d'être une très bonne catcheuse, entraînée par Lance Storm. Oui, comme moi. La foule semble cependant assez froide dans ce segment. Bon, après, c'est normal, vu que, en fait, Chelsea, elle est devenue première championne de l'histoire américaine. Cool. Mais on la voyait quasiment jamais à l'écran avant ça. Et même s'il faut avoir le hit factor, et elle l'a, il faut quand même une présence régulière devant le WWE Universe, devant les fans de la WWE, devant le public de la WWE pour vraiment connecter pleinement, que votre perso connecte pleinement avec la foule. Et là, en fait, Chelsea Green, on l'a pas vu pendant 6 mois, et puis elle est apparue à la télé depuis 3 semaines, et puis ça y est, là. Enfin, je veux dire, elle est devenue championne, mais voilà, la foule était un peu froide dans ce segment. Et d'ailleurs, en parlant de froid, il y a Michin qui arrive pour lui couper la parole, et là aussi, la foule s'en bat complètement les steaks. Bon, après, le segment était franchement pas mal tout de même, dans tous les cas, classique, mais pas mal. Surtout, moi, ça m'a permis de me rendre compte de toute l'étendue du talent et du potentiel de Chelsea Green. Excellente au micro, grosse personnalité, super façon de s'exprimer, elle sait jouer avec la foule. Et surtout un look d'actrice. Ce qui est rare quand même chez les catcheuses, parce que certaines, la plupart font catcheuse, mais elle, je pourrais totalement la voir dans un film. Ensuite, mes amis, un match en équipe entre les Street Profits et Legado del Fantasma. Des teams qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Donc bel esprit, on sent qu'on va bientôt passer à 3h, donc il faut ramener à l'antenne des gens qu'on ne voit pas depuis pas mal de temps. Et match mis en place après qu'on a appris que les deux latinos ont attaqué les Street Profits. Après, en fait, on se rend compte que c'était pas eux, que c'était des DIY. Mais voilà, dans tous les cas. Donc, vu qu'il y a une storyline et qu'il y a de la hit, qu'il y a de la haine et qu'il y a une histoire personnelle entre les deux équipes, donc ce match, c'est un match loin d'être fair play où on se serre la main et on fait de la lutte. Et ça se sent dans l'histoire qu'ils ont racontée dans le ring. Donc ça, c'est très très bel esprit. Par contre, c'est moins bel esprit, c'est Montesford qui catch avec des boucles d'oreilles et une chaîne autour du cou. Si tu veux mettre dans la tête des gens que c'est un sport et que c'est un sport de combat, ce qui est le but d'une storyline de catch et de ce que tu vois à l'écran, frérot, pourquoi tu catches avec des boucles d'oreilles et une chaîne en or? Surtout ras de cou, qui peut soit péter, soit te faire étrangler si ça reste coincé dans la tenue de tes adversaires. Faut m'expliquer, amigo, même si je respecte énormément ton talent. Bizarre qu'aucun des producteurs ou que même Triple H l'appelle pas quand il rentre du match. Moi, si, en fait, j'allais dire oui, si j'étais Triple H, si j'étais Triple H dans Gorilla et que je vois le mec qui catch comme ça et qui revient de Gorilla, je fais vas-y, viens. Frérot, pourquoi t'as la chaîne et les boucles d'oreilles? Autant crie-le sur les toits que c'est scripté, que c'est fake, entre guillemets. Alors, je déteste ce mot, tu vois. Mais je veux dire, là, vous pouvez pas empêcher les gens de dire que c'est fake s'ils voient un sport de combat où le mec catch avec des bijoux. Vous comprenez le truc? Au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises, quoi. Enfin bref, c'était si j'étais Triple H. Ensuite, Legado del Fantasma. Excellent heal, avec des moonsaults et un double press slam de troisième corde d'une prise que t'as jamais vue et que t'as envie d'acclamer. Bon, là aussi, pareil, niveau psychologie, à revoir, mes amis. Victoire des Street Profits, après quand même un très bon match. Santos Escobar complètement absent, on l'a pas vu du tout, du show et encore moins de son groupe, ce qui est très bizarre. Peut-être le début d'un programme entre ces deux groupes, avec d'un côté Street Profits et B-Fab, qui n'était pas très utile là aussi, et les Legado del Fantasma et Carmen, c'est ça qu'elle s'appelle, je crois. Carmen, ouais, Carmen Lopez, peut-être, je sais plus le nom. Bref, voilà, un groupe avec des matchs mixtes, et encore une fois avec SmackDown qui passe à 3h, pareil, on sent que d'autres storylines vont arriver. Oh oui, pour l'heure de visionnage en plus, l'heure de programming en plus. Et d'ailleurs, donc juste après ça, en parlant de Santos Escobar, on a une vignette d'Andrade qui est en mode Scarface. Scarface, c'est-à-dire costard blanc, chemise rouge, oh oui, en mode un peu mafieux mexicain, etc. Ok, d'accord, frérot, il défie Nakamura. Comme j'ai dit, on n'a pas vu Santos Escobar. Est-ce que c'est Andrade qui lui a pris sa gimmick? En fait, j'ai l'impression de voir la même chose entre Andrade et Santos Escobar. Deux latinos qui s'habillent super classe, qui font un peu genre mafieux, chef de gang. Ouais, d'accord, ok, d'accord.
Ensuite, on a un singles match qu'on nous a teasé plus tôt dans la soirée entre Sami Zayn et Carmelo Hayes. Oh oui, oh oui. Un match qui promet d'être très bon et qui va encore montrer l'étendue du talent de Carmelo Hayes et qui peut s'adapter à n'importe quel adversaire, à n'importe quel gabarit face à lui. Oh oui, oh oui. Je l'aime de plus en plus, Carmelo Hayes. Les deux catcheurs, alors par contre, ce que j'aime moins, c'est que les deux catcheurs dans le match avaient littéralement la même tenue. Des collants noirs avec des traits blancs sur les côtés. Ça schlingue. Ça schlingue parce que, comme je dis toujours, il faut toujours avoir deux tenues différentes. Alors surtout si t'es à la télé, surtout si t'es à la WWE, parce que t'as les moyens de te le permettre. Notamment aussi bien par la taille de la valise que par tout simplement l'investissement que tu fais dans tes tenues de catch, et toujours deux tenues différentes. Parce que là, je vous le redis, les gars avaient les deux fois la même tenue. Enfin, deux fois la même tenue. Deux collants noirs, pantalons noirs avec des traits blancs sur les côtés. Ah, enfin bref. Franchement, comme je disais, Ace est de mieux en mieux dans le ring. Il est de plus en plus confiant, il a de plus en plus de présence, il bosse de plus en plus comme un main eventer, il prend son temps. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Dommage qu'il fasse pas 10 cm de plus, comme moi, parce que j'avais fait 10 à 15 cm de plus, mais ouh, un excellent match. Carmelo Hayes quitte le ring, donc c'est victoire de Sami Zayn par décompte à l'extérieur du ring, parce que si Braun Strowman s'en mêle. Et là, en parlant de s'en mêler, la Bloodline de Solo Sikoa arrive et défonce Sami Zayn. Strowman intervient, gros face à face avec Jacob Fatu, oh oui, bel esprit, mais bon, ça se termine avec la Bloodline qui stand up tall and strong avant, si vous n'êtes pas au courant, Raw qui passe sur Netflix le 6 janvier. Oh oui, où Solo Sikoa catchera contre Roman Reigns. Non pas dans le main event, mais dans un des gros matchs annoncés pour ce show historique. Et on enchaîne enfin sur le segment final, une promo dans le ring entre Kevin Owens et Cody Rhodes avec Nick Aldis au milieu, le très grand Nick Aldis, aussi bien physiquement que dans son talent de manager général. Owens joue magnifiquement le psychopathe à moitié taré. On le voit dans son visage avec la tête qui tremble. Rhodes aussi est très intense dans cette promo. Bel esprit. C'est une grosse promo qui entretient et qui fait avancer cette feud. Oh oui. Je pense qu'il y a eu une dédicace de Cody à LA Knight à un moment quand il dit un truc à la foule, il fait yes comme ça. Ça m'a fait penser à LA Knight direct. Oh oui. Comme quoi, mes amis. Il y en a beaucoup qui me disent dans les commentaires, mec, j'arrête pas de dire oh oui dans la vie de tous les jours, ou même non, c'est Alex, il me disait Alex Castillo, mais il y en a d'autres aussi dans les commentaires qui se disent qu'au boulot, ils se disent oh oui, bel esprit. Yo, c'est la marque d'une catchphrase efficace quand les gens, ça vient naturellement que les gens la reprennent. Oh oui. Et donc, dans un booking old school, totalement prévisible en fait, même si je l'ai pas vu venir, on va avoir un ladder match au Royal Rumble entre les deux, avec les deux ceintures attachées au-dessus du ring. Une petite dédicace au ladder match légendaire de WrestleMania 10, qui était il y a 30 ans, waouh, entre Shawn Michaels et Razor Ramon, avec les deux titres intercontinentaux qui étaient accrochés au-dessus du ring, parce que Shawn Michaels en avait un, mais c'était le faux, le vrai c'était Razor qui l'avait, et ils se sont affrontés là-dessus. Pareil, c'est prévisible si comme moi à l'époque vous suiviez. Alors je suivais pas vraiment le produit à l'époque, mais j'avais fait mes devoirs après pour rattraper tout le temps perdu, parce que j'ai commencé à devenir vraiment fan de catch hardcore en 98, et ce match à WrestleMania 10 était donc en 94. Oh oui, mes amis. Oh oui, et donc cette feud entre Owens et Rhodes, enfin, elle est devenue crédible et intéressante. Ça a mis plusieurs mois, mais là maintenant, j'aime beaucoup. Et c'est parce que Kevin Owens s'est vraiment donné à fond pour que cette feud prenne de l'importance. Rhodes, il est bon, mais c'est un babyface. Il peut pas être trop intense, il peut pas être trop méchant, il peut pas être trop divertissant. Enfin oui, divertissant, il peut l'être, mais c'est pas la vibe de babyface de Cody Rhodes. Franchement, cette storyline, Cody Rhodes peut dire merci à Kevin Owens, parce que Kevin Owens l'a pris sur les épaules et il s'est donné à fond pour la rendre crédible. Et là, Owens est devenu une menace à la fois crédible et intense pour Cody Rhodes, et il en avait bien besoin. Oh oui. Les amis, donc comme je disais, c'est le dernier SmackDown de 2 heures. Le prochain fera 3 heures et ça sera la semaine prochaine. Alors je sais pas quand je ferai la review, je vous tiendrai au courant, mes amis. Je vous tiendrai au courant de tout cela. En attendant, nous aurons prochaine vidéo review de Raw. Non, pardon, TLRAM lundi. Ça sera sûrement mon match simple contre Miseria. Oh oui. Vu que vous voulez pas voir le match en équipe, que vous verrez la semaine d'après. Là, vous n'aurez pas le choix. Après, review de Raw. Un live YouTube mardi en milieu d'après-midi, et donc je ferai la review très tôt le matin, comme ça vous l'avez assez tôt, et le live dans l'après-midi ou le 1er janvier. Vous me dites, qu'est-ce qui vous arrange? Un live le 1er janvier, et vous me dites à quel moment, ou le 31 décembre. Pareil, vous me dites à quel moment, je me baserai sur ce que vous direz. Je ferai peut-être un sondage. Voilà, nickel, je vais faire un sondage, comme ça vous voterez, les amis. Oh oui, n'oubliez pas d'aller voir le sondage. Et puis voilà, il y aura la semaine prochaine la 5e TLR Stories. Oh oui, et je vais essayer de prendre d'avance et filmer beaucoup de vidéos, parce que la chaîne marche, la chaîne me motive. Oh oui, c'est devenu partie prenante aussi bien de ma vie
vie que de la carrière, et c'est très très bel esprit. Et c'est parti mes amis pour la question de la semaine, le commentaire de la semaine. Oui, oui. Alors c'est Flex95200 qui me dit: Salut Tom, toujours un plaisir de t'écouter. D'écouter tes TLR Stories, bon, c'était par rapport à la dernière ou la TLR Stories 4. Mr. Kennedy MVP, quelle classe leur réaction envers vous? Oh oui, oui. Petite question. Maintenant que tu es quand même connu par l'office et certaines superstars de la WWE, si jamais tu devais y retourner, serais-tu obligé de faire des tryhards ou en serais-tu dispensé? En tout cas, merci pour toutes ces histoires et les explications, ça change vraiment ma perception du catch. Magnifique Flex 95 200, c'est le but. C'est le but que cette chaîne, bah, pas vous change vous en tant qu'être humain, mais change votre façon d'être fan. Parce que je vous redis, bon, les amis, si j'avais eu accès à un gars qui a la carrière que j'ai et qui continue à l'avoir quand j'étais juste fan de catch ou que je commençais le catch, mais me serais jeté sur toutes ces vidéos pour voir comment marche vraiment le business par une personne qui l'a vécu et qui le vit toujours de l'intérieur. Oh oui, oh oui. Et donc, amigo, Flex, pour te répondre, est-ce que j'aurais besoin de refaire des tryhards à la WWE? Alors, franchement, ça dépendrait de quel rôle ils ont pour moi, je pense. Si jamais ils me recontactent en disant ouais Tom, on aimerait te ramener pour, je sais pas, par exemple, pour faire manager. Ouais, alors je ferai des travaux peut-être ouais pour la forme, pour faire une promo ou deux. En fait, tout dépend. En fait, j'explique. Tu vas voir, c'est très simple. Quand Neville Pac a passé a fait ses travaux en Angleterre, en fait, il a besoin de rien faire. Il s'est pointé. Rigol lui a dit, bon, c'est il y a longtemps, c'est il y a 10-15 ans, hein. Il lui a fait écoute, on sait ce que tu peux faire, t'as pas besoin de faire les entraînements et les matchs. Voilà. Parce que le mec avait une telle carrière exposée médiatiquement à travers la Dragon Gate, Internet et tout, que les gars savaient que le mec savait catcher et qu'il était opérationnel dans le ring. Le truc, c'est par contre important. Alors oui, il faudrait peut-être que je refasse des tryhards, et ça vous verrez dans la TLR Stories numéro 5, sur le processus de signature, parce qu'ils veulent quand même s'assurer, ils voudront s'assurer que je suis en bonne santé, que je suis toujours en bonne santé pour performer dans le ring avec ce qu'ils ont prévu pour moi. Et donc, parti de là, ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure cachée. Pas de blessure cachée. Et ça, c'est important. Et ça, vous le verrez, c'était une des étapes du processus de signature. Les examens médicaux. Et je vous explique tout en détail ce qui s'est passé et où c'était. Donc voilà. Franchement, je pense que oui, il faudrait en refaire. Mais ça serait vraiment, je pense, par rapport de s'assurer que je suis toujours en assez bonne condition physique pour être sous contrat avec la WWE. Oh oui, oh oui. C'est vrai, d'un autre côté, yo, les frérots. Si les mecs ils me disent, vas-y, va faire un match de 5-10 minutes dans le ring en impro total, j'y vais les yeux fermés. Parce que maintenant, j'ai l'expérience, j'ai passé 4 ans chez eux et c'est comme ça que j'ai envie de catcher, que j'aime catcher maintenant aujourd'hui. Oh oui, oh oui, mes amis. Allez, c'était la TLR Reviews 2. SmackDown du 27, ouais, parce qu'on est le 27 décembre 2024. Je vous souhaite un excellent week-end. Pensez à répondre au sondage pour le live, si on le fait le 31 ou le 1er janvier. Et en attendant, mes amis, passez, comme je vous le dis, une superbe soirée, une superbe après-midi, superbe matinée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Et lâchez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et gardez le bel esprit. Au.